Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous regardez sur notre chaîne YouTube ou sur Vox Africa une nouvelle édition de notre tout nouveau programme Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Une quotidienne qui a vocation à durer au moins pendant les mois qui viennent, durant lesquels l'actualité va s'accélérer, notamment dans plusieurs pays du continent où se tiendront des scrutins présidentiels. Au sommaire aujourd'hui, le Gabon, où des législatives doivent se tenir les 27 septembre et 11 octobre prochains, en dépit des polémiques qui enflent déjà sur les candidats recalés, des polémiques auxquelles prend part une guest star inattendue, le président Oligui lui-même. Les premières législatives, d'après le long règne des Bongo et du PDG, se tiendront au Gabon à partir du 27 septembre, dans un mois donc. Elles seront déterminantes car elles indiqueront les nouveaux rapports de force politique. On aura de toute façon une nouvelle carte politique. Mais est-ce qu'elles seront apaisées? La question mérite d'être posée car de nombreux candidats à la candidature sont vent debout depuis la publication le 19 août dernier de la liste de celles et ceux qui ont été recalés par le ministère de l'Intérieur. Et manifestement, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est d'accord avec les mécontents. Communiqué du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, qui dit ceci, je cite: « Depuis quelques heures, des informations troublantes me parviennent concernant des irrégularités dans la composition des listes de candidature pour les prochaines élections législatives et locales. Je le dis avec fermeté, ces incongruités, si tant est qu'elles sont avérées, sont inacceptables. Elles portent atteinte à l'équité du processus électoral et sapent les fondements mêmes de notre démocratie. La transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines ne sont pas négociables. J'en appelle donc aux autorités compétentes qu'elles assument pleinement leurs responsabilités avec diligence et impartialité pour garantir la régularité et la crédibilité de notre démocratie. » Pour évoquer cette veillée d'armes électorales au Gabon, je suis avec Cédric Leboussi, directeur de publication du magazine Vue d'ailleurs, et avec à distance Jean-Christian Kombila, journaliste politique à Libreville, et Dia Alianga, chroniqueur. Bonjour à vous. Bonjour Théo. Bonjour à tous. Pour commencer, un peu de mise en contexte pour celles et ceux qui nous regardent et ne sont pas si avertis que cela des réalités politiques gabonaises. Qui sont les candidats recalés? Comment et pourquoi ont-ils été recalés? Jean-Christian Kombila. Les candidats qui sont recalés et pourquoi ils ont été recalés, c'est une question pertinente qui a tout son sens parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, notre pays s'apprête à organiser les premières élections législatives et locales de la Ve République. Et donc, les enjeux de cette élection ou autour de ces élections sont importants. Ils sont d'abord d'ordre participatif essentiellement parce que au sortir de la dernière élection présidentielle qui a vu le triomphe du président Brice Clotaire Oligui Nguema avec près de 95% des suffrages, la participation a été le principal vecteur, n'est-ce pas, de ce résultat obtenu par le président de la République. Et donc, ces élections législatives doivent s'inscrire dans la même dynamique de mobilisation populaire, de mobilisation des forces politiques et des forces vives de la nation. Et donc, il y a eu les partis politiques légalement reconnus qui ont présenté des listes. Je veux parler du Parti démocratique gabonais, qui est le principal parti du pays depuis de longues années. Il y a l'Union démocratique des bâtisseurs, il y a le Rassemblement pour la modernité,
il y a tout un ensemble, n'est-ce pas, de partis politiques, le Rassemblement de Bûcherons, bref, et tous les autres. Mais aussi, à côté de ces partis politiques, il y a de nouveaux acteurs, n'est-ce pas, qui apparaissent sur l'échiquier, parce que dorénavant reconnus comme tels par la Constitution de la République, je parle des indépendants. Et donc, toutes ces forces politiques, tous ces indépendants ont présenté des listes qui ont été validées à différents échelons, n'est-ce pas, du processus électoral. Et donc, le ministère de l'Intérieur a rendu public ces listes il y a quelques jours. Et évidemment, sur ces listes-là, plusieurs noms n'y figurent pas. Ces candidats recalés pour diverses raisons ont trouvé à redire. Le cri de mécontentement est assez généralisé puisque le président de la République lui-même a fait une importante allocution dans ce sens-là. Il a invité les autorités en charge de l'organisation du processus électoral à garantir l'intégrité du scrutin, à garantir la transparence du scrutin, autrement dit de revoir leur copie. Et donc, nous osons croire que les... Justement, est-ce qu'il y a une caractéristique? Est-ce que ces exclusions ont été des exclusions à tête chercheuse politique ou c'est juste un hasard, c'est de la maladresse, c'est peut-être, disons, un peu trop de rigidité? Qu'est-ce qui explique ces exclusions, ces recalages, si on peut dire? Christian Combila. Écoutez, mais là, je parle sincèrement. Nous connaissons un peu l'histoire politique du monde. On a vu aux États-Unis par le passé des problèmes se poser sur la liste électorale. Et donc, on n'exclut rien. On n'exclut rien. Ce sont des élections à multiples candidats. Et donc, on peut comprendre parfois qu'il y ait quelques faiblesses, n'est-ce pas, dans le rendu de la liste électorale, de la liste des candidats définitifs, mais le fait qu'il y ait eu quand même des grossièretés dans ce sens-là a tout de même interpellé le chef de l'exécutif, a interpellé les forces politiques. Et donc, nous pensons qu'il y a là aussi une perspective de changement de comportement qui est tracée par le président de la République et qui est tracée par le gouvernement. Est-ce que tous les acteurs du processus ont intégré cette nouvelle perspective qui est tracée? C'est toute la question. On sait que les vieilles habitudes ont la peau dure, mais c'est à un véritable aggiornamento que le président de la République charge de l'organisation du processus électoral. Et donc, on peut penser que le ministre de l'Intérieur et l'administration territoriale en charge de l'organisation du processus électoral, n'est-ce pas, jouent gros avec l'organisation de ces élections qui vont permettre le renouvellement à la fois de l'Assemblée nationale, mais aussi des conseils locaux et ensuite du Sénat qui est la seconde chambre du Parlement bicaméral gabonais. Alors, Dia Alianga, comment vous interprétez ces recalages et la réaction du président Oligui Nguema? Je vais commencer par la fin de votre question, c'est-à-dire la réaction. Et si j'avais un mot à dire pour la résumer, ce serait absurde. Et ça relève pratiquement de ce qui est décrit dans la presse par M. Ngundu. Dans un article, il dit « Un président responsable agit, transforme. Un président commentateur observe et déplore. » Ce que ça signifie, c'est qu'on ne peut pas en même temps être président de la République avec la constitution taillée sur mesure qui a été préparée justement pour la direction de la nation et tenir le briquet dans la main et en même temps le pompier qui dénonce sur X des irrégularités. Moi, je vois là des résurgences de certaines habitudes et on ne pourrait même pas blâmer le président de la République
parce qu'à la vérité, le renouvellement de la classe politique qui fait que plusieurs observateurs, plus ou moins, considèrent que l'UDB et le PDG viennent d'un même ADN. UDB, Et PDG, c'est quoi pour ceux et ceux qui ne sont pas gabonais? UDB, euh, c'est donc l'Union des bâtisseurs de Oligui Nguema, et le PDG, c'est le Parti démocratique gabonais des Bongo. voilà, Et donc, voilà, puis les années. en gros, les observateurs considèrent que ces deux partis sont des partis siamois, puisque Brice Oligui Nguema était l'aide de camp d'Omar Bongo, était très inscrit dans la famille Bongo, et que donc finalement, il y a une sorte de lutte interne qui ne dit pas son nom entre l'UDB et le PDG, ce qui vaut à certains candidats, y compris du parti du président, d'être recalés, parce que bon, dans la sociologie de ces gens-là, c'est un peu pareil, kiff kiff bourricot, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Mais écoutez, clairement, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon ou ailleurs, on doit dire que des partis uniques ont été créés, soi-disant pour éviter les troubles ethniques, pour éviter, soi-disant parce qu'il y avait du multipartisme, d'arriver à un point où la nation perdrait de sa cohérence. À regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à regarder ce qui se passe au Gabon, en fait, c'est peut-être la démocratie qui peut également apporter plus de paix et d'apaisement. Concrètement, l'UDB, aujourd'hui, parti de masse, présente quand même pas mal de questions légitimes. D'où est-ce que l'argent il... Et ce sont des questions qui sont posées par des observateurs. Comment en aussi peu de temps ce parti peut se retrouver partout présent? Le calendrier électoral, le moment où il arrive, c'est la rentrée des classes. Donc on relègue les questions éducatives au second plan. Ça montre quand même de manière claire que si un président peut gouverner par décret, eh bien, malheureusement, au vu de la Constitution qui est celle actuellement en œuvre au Gabon, il est difficile de faire commentateur. Alors, je me tourne vers vous, Cédric Leboussi, directeur de publication du magazine Vue d'ailleurs. Comment comprendre cette situation gabonaise bien particulière où le président déplore l'exclusion, la mise à l'écart de candidats par son propre ministère de l'Intérieur? Le président déplore une situation que lui-même il a créée en fait. Mais avant de rentrer en profondeur dans votre question, Théophile, il faudrait rappeler que le président Oligui, quand il est arrivé, il a nommé des parlementaires. Il a nommé des parlementaires. Un parlement de transition. Un parlement de transition. Il a nommé les représentants du peuple. Il a nommé des parlementaires. Pendant les élections présidentielles, il y a des candidats qui ont été écartés. Et puis là, vous avez un ministre de l'Intérieur, que lui, il a nommé, qui fait son travail, qui prend des décisions, et lui, il remonte que ses décisions. Il a le droit il a le droit de répondre aux citoyens qui lui disent « Monsieur le Président, il y a des irrégularités, il faut prêter un coup d'œil. » Oui, il a raison de dire « Oui, je veux prêter un coup d'œil. » Mais pour moi, le ministre de l'Intérieur fait son travail. C'est pour ça que ce président a nommé un ministre de l'Intérieur pour faire son travail. Parce que si on commence à le faire, il y aura toujours des mécontents. Si ce n'était pas là, c'est au résultat qu'on aurait des mécontents. Donc pour moi, le président doit écouter ce que disent les gens qui ont été recalés. Oui, il a raison de dire qu'on va regarder, mais le ministre de l'Intérieur fait son travail. Ben justement, s'il faisait bien son travail, peut-être qu'il y aurait autant de mécontentement. Mais pourquoi vous remettez en cause les résultats, pourquoi vous remettez en cause le travail du ministère de l'Intérieur? Pour moi, là, on est en train de remettre... C'est le président de la République qui Oui, mais c'est pour ça que je dis, le président, là, pour moi, il fait une faute, en fait. Mais bon, le président a le droit de parler. Il a fait une annonce. Mais pourquoi il le dit? Il y a des raisons. Il ne le fait pas juste comme ça, pour faire le buzz. Monsieur Kombila et monsieur Alianga a souligné une chose par rapport au Parti démocrate, le PDG, donc le Parti démocrate gabonais, un autre parti. L'Union nationale des bâtisseurs. On est d'accord que l'élection législative... Le parti voilà. Les élections législatives, c'est 145 députés qu'on va élire. On est dans des pays où on se retrouve parfois dans des élections, par exemple présidentielles, avec 14, 20 candidats à une élection présidentielle. Il me paraît très important d'avoir du raisonnable un peu dans nos élections quand on veut se prendre au sérieux. Si vous avez 30 partis politiques qui présentent des candidats, ce n'est pas pour autant qu'on doit valider les 30 partis politiques. Je suis vraiment désolé.
Il y a une commission, on laisse la commission faire son travail, sinon la commission n'existera pas. Sinon on dirait aux gens, vous prenez vos candidatures, vous allez vous présenter. Là, il y a une commission qui a fait son travail, la commission donne ses résultats. Oui, mais alors, c'est une commission du ministère de l'Intérieur. Est-ce que dans l'esprit des lois, ce ne serait pas une instance indépendante de choisir finalement qui est candidat ou pas? Parce que là, est-ce que c'est le ministère de l'Intérieur qui doit faire le travail d'une cour constitutionnelle ou de... Monsieur Alanga le rappelait tout à l'heure, ils ont mis en place une constitution taillée. Le ministère de l'Intérieur n'a fait que respecter ce qui a été dit avant. Pourquoi on va remettre en cause le travail du ministère de l'Intérieur? Maintenant, dans les résultats, s'il y a des irrégularités, oui, le président de la République peut le dire, qu'il y a des irrégularités, la presse en parle, remonte l'information. Parce que dans les résultats, souvent, parfois, il y a des irrégularités. Il peut aussi y avoir des irrégularités dans la mise à l'écart de candidats. La mise à l'écart des candidats en Monsieur Afrique, ça Kombila crée disait que des le crises. président a eu l'information. Il n'y a pas eu une enquête qui a été faite. L'élection, elle est fin du mois de septembre. On est d'accord. Le président parle, on va laisser le ministère de l'Intérieur revoir sa feuille de route et peut-être il va réajuster. Mais pour moi, on doit laisser le ministère de l'Intérieur faire son travail. Il y a une commission. Vous pensez peut-être aussi que le président aurait pu le dire au ministère de l'Intérieur dans des voies moins publiques? Oui, sans faire un communiqué. Ok, monsieur Kombila, comment comprendre que le président Oligui s'en prenne à son ministre de l'Intérieur en des termes aussi durs? En Afrique, en général, de telles manœuvres de mise à l'écart de X ou de Y sont destinées à servir le pouvoir, donc le président. Mais là, le président n'est pas content. Comment vous pouvez expliquer ça à des gens qui ne sont pas gabonais et qui ne connaissent pas trop le Gabon? Monsieur Kombila. Donc déjà, il faut faire la différence entre le ministère, entre l'élection présidentielle dernière, à laquelle a pris part le président Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'époque président de la transition et candidat, et les élections législatives et locales. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le président de la République démocratiquement élu est porté par une légitimité populaire qui exige, n'est-ce pas, de sa part qu'il se mette en position d'arbitre, n'est-ce pas, du processus électoral, arbitre du jeu politique, n'est-ce pas, permet de comprendre la position prise par le président de la République en interpellant le ministère de l'Intérieur, mais avec le ministère de l'Intérieur, l'ensemble de l'administration en charge du processus électoral. Vous verrez bien que ceux qui connaissent le Gabon savent très bien qu'en période électorale, le ministère de l'Intérieur bénéficie de l'apport de l'ensemble des autres ministères pour l'organisation des élections. Et donc, les acteurs du processus électoral ne viennent pas exclusivement du ministère de l'Intérieur. Ils viennent aussi bien de la société civile, des forces politiques, que des autres administrations. Et donc, à partir de ce moment-là, leur déploiement à travers l'ensemble du territoire national, n'est-ce pas, peut poser quelques problèmes, comme on l'a vu par le passé. Ce que le président de la fois exiger du ministère de l'Intérieur en charge de ce processus et qu'il soit le plus rigoureux possible, n'est-ce pas, dans l'organisation du processus et qu'il impose son imprimatur sur l'ensemble des acteurs du processus. Et lorsque le président de la République fait cette communication, le président de la République ne cloue personne au pilori. Le président de la République met les choses en perspective. On se souvient que dans notre pays, oui. Quelque part, il prend à témoin l'opinion publique. C'est-à-dire que tout le monde a compris que le ministre de l'Intérieur avait mal fait son boulot. L'histoire est un éternel recommencement. Ces élections législatives de 2025 ressemblent plus ou moins aux élections législatives de 1990, qui étaient les premières élections multipartites organisées par notre pays.
Nous avons perdu Jean-Christian Kombila. Nous allons continuer en attendant avec Dia Alianga. Jean-Christian Kombila, Dia Alianga considère que finalement le président de la République est dans son rôle d'arbitre finalement de clé de voûte des institutions, en rappelant au ministre de l'Intérieur qu'il doit tout faire pour que ces élections reflètent la réalité politique, pour qu'elles soient plus ouvertes, et qu'il doit finalement se mettre au-dessus des clivages, des groupes d'intérêt, etc. Est-ce que finalement le président de la République gabonaise ne met pas en confiance l'opinion publique en se mettant aux côtés de celles et ceux qui veulent le pluralisme? Sincèrement, Oui. il y a un vrai problème dans la manière de ne pas contextualiser lorsqu'on parle de ces questions. On parle d'Assemblée nationale. Elle devrait être la représentation volonté du peuple. Nous, le peuple, we the people, qui est la base précisément de la révolution en France. Mais quand ça concerne nos nations, on a l'impression que le rôle d'arbitre qui serait dévolu au président de la République dans un contexte où c'est un régime fortement parlementaire, serait de droit divin. Et à ce titre, pour moi, c'est une originalité qui représente une forme de rupture radicale avec le concept même de démocratie. Ça, c'est le premier point. Secondo, lorsqu'un dirigeant n'est pas vrai simplement en Afrique ou en lisant Machiavel, en prenant Nicolas Fouquet, lorsqu'un dirigeant se tourne vers un des membres justement de son équipe et le livre à la vindicte populaire, ça peut laisser augurer de certaines vicissitudes ou alors de ce que le manque de cohérence est tel qu'on peut avoir aujourd'hui un parlement qui vont discuter de questions de budget qui ne seront pas, même parce qu'ils seront remplacés au moment où il faudra être dans l'exercice du budget. Ceux qui vont discuter là au Parlement du budget ne seront pas ceux qui vont voir qu'il sera exécuté. Et ceux qui vont l'exécuter n'auront pas été présents au moment où il se le budget. Donc, vous voyez, je n'ai pas besoin d'être grand clair, noter des incohérences qui font que qu'on voudrait supposer au président de la République d'être le grand article. J'entends et je conçois qu'il est venu et il a libéré le Gabon de ce qu'un autre Alianga dans des médias tels que le vôtre a appelé un système, le système Bongo. Mais ne perdons pas de vue que si système il y a, c'est d'abord système de pensée. Et que au travers de postures, de groupes d'animation, que ce soit politique ou que ce soit dans le hip-hop ou que ce soit dans la culture, des gens qui se complaisent à se dire on a passé un système. En fait, on est peut-être en train de vivre un jeu de chaises musicales dont le grand arbitre, s'il est le président de la République, serait en fait en réalité celui qui l'ordonnance, celui qui mène le jeu, celui qui mène la danse. Je ne veux pas faire un jeu de mots fâcheux avec un autre chroniqueur de l'actualité panafricaine, Franklin Nyamsi, qui parle de dansomanie. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on ne peut pas prendre à la légère ce genre de sortie. Et à mon sens, je ne suis pas un lanceur d'alerte, je ne suis pas un homme politique et je n'ai même pas la prétention de penser que nos pays, les espaces dans lesquels nous vivons, sont des véritables espaces démocratiques. Jusqu'à 1960, il n'y avait pas de corps électoral dévolu à la France d'outre-mer. C'était des sujets de l'Empire. Et à mon sens, ce qui se passe là, c'est une pratique qui reflète précisément la manière dont un ultra-président aujourd'hui se réfugie simplement dans des legs hérités du passé, dans la manière de gouverner. C'est le corps de garde au Lébé, le dialogue, la tolérance et la paix d'un entre-soi qui est les régimes précédents, celui de Ali et celui du père, implosion. Et c'est de cette implosion qu'on voit une révolution qui change les hommes, qui change les personnes, sans abolir les privilèges. Et c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous ai compris. Je redonne la parole à M. Leboussi, l'opposant Alain-Claude Bizet
s'en prend de son côté au président et martèle que le président est en gros constitutionnellement responsable des actions positives ou négatives de son ministre de l'Intérieur, puisque bon, voilà, il découle de lui. Est-ce que tout cela ne se retournera pas contre Brice Oligui Nguema? Non, là, je suis pas d'accord un peu avec l'opposant Alain Claude Bilibinze. Parce qu'on est on est un ministre de l'Intérieur qui prend des décisions, qui fait son travail. Il peut faire mal son travail, ça peut arriver. Et le président, je rappelle que le président Oligui a été élu par le peuple. Donc, il a un droit de réponse au peuple. Si les citoyens se plaignent, il est libre de parler. Donc là, il n'a fait que parler en disant « Je ne suis pas d'accord, il faudrait que le ministre de l'Intérieur revoie sa copie ». Ce n'est pas pour autant que le ministère de l'Intérieur va aller dans le sens du président. C'est ça que j'ai dit, l'intervention du président, il est libre de dire ce qu'il veut, il est libre de répondre au peuple parce qu'il est représentant du peuple. Il est élu par voie universelle, il est libre de répondre. Le ministre de l'Intérieur fait son travail. Maintenant, ce qui concerne Alain Claude Bilibinze, qui se plaint du président, oui, il est dans son rôle d'opposant. Excusez-moi de traiter ça. Il est dans son rôle d'opposant, donc il fait son travail d'opposant. Mais finalement, au début de cette émission, vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord avec la manière dont agissait, dont parlait en tout cas le président Clotaire Oligui Nguema, Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est dans son droit, il est dans son rôle, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? Alors, moi personnellement, je pense qu'il y a un problème entre la communication politique. Il y a un vrai problème. Pour moi, il y a un problème. C'est-à-dire que la manière dont on essaie de faire passer un message, il y a une maladresse. Le président de la République, il répond. Pour moi, c'est ce qu'il a fait, il répond. Maintenant que le président demande que le ministre de l'Intérieur revoie sa copie, je pense que c'est dangereux. Le président peut demain, il y a comment on appelle ça, on peut revoir le gouvernement et puis le ministre de l'Intérieur, on remercie le ministre de l'Intérieur parce qu'on suppose qu'il n'a pas fait son travail. Le président n'a pas se prononcé de la sorte face à son ministre de l'Intérieur. C'est ce que moi je reproche, c'est cette sortie. Un excès de pression? Peut-être. Je vais continuer avec Dia Alianga. J'aimerais qu'on prenne un peu de hauteur. Quels sont les enjeux de fond de la recomposition du paysage politique gabonais? C'est-à-dire qu'il y a une polémique préélectorale, mais il y aura des élections législatives. Quels sont les enjeux de ces élections législatives? Est-ce que ce sont des élections législatives plus importantes que celles qu'on a vues par le passé au Gabon? Qui pourrait en profiter? Qui est mal parti? Dia Alianga. Mais là, à ce niveau, je vais féliciter le président de la République et son équipe pour avoir remis le compteur à zéro. Bon, après, au sortir d'un temps de transition relativement court. Donc, sur le plan formel, en tout cas, on est dans un moment où le peuple, invité à se prononcer sur l'autre comment on va dire, mandat qui relève de sa souveraineté directe par le vote, c'est-à-dire en dehors de la présidentielle où le président de la République votait à 95%, donc clairement. Là, ça va être pour les locales. Et moi, ce que je dis, c'est que l'enjeu de ce scrutin est un enjeu de rupture avec certaines pratiques, à mon sens. Pour l'instant, je dis bien, on a l'impression que les promesses, justement, qui ont permis au président de la République d'être le président de la République aujourd'hui, la restauration des institutions et tout ce que ça a impliqué, n'ont pas d'autre réponse, là, en l'espèce, que l'indignation du président lorsqu'il s'est donné les moyens de décider et d'agir. Donc, ces élections législatives sont un lieu où la culture politique, le Gabon électoral va reprendre véritablement vie et reprendre son rythme. Donc, je pense aussi que lorsque je parlais tout à l'heure en comparant le Parti démocratique gabonais et l'Union des bâtisseurs, c'est que ce sont des partis qui se sont créés dans des contextes où il y a plusieurs analogies que, si vous me permettez, je vais rapidement faire. Premièrement, un président qui arrive, qui est plébiscité, qui se veut jeune par rapport à un système, et 60, et confronté à une lecture de la politique locale au regard des grands équilibres internationaux. Aujourd'hui, on a également ces équilibres internationaux. Au niveau de la sous-région et au-delà, on voit de manière claire
comment les décisions qui se font dans le plus petit des hameaux, le plus petit des villages, les prises de position sont en capacité des personnes qui voudraient véritablement des transformations dans leur mode de vie. Et c'est l'enjeu de ces scrutins, de se demander, est-ce que les populations ont la possibilité de voter pour bien simplement quelque chose de préchauffé pour qu'au final, ce soit leur choix, ils restent dans des paramètres maîtrisés et non seulement par le pouvoir, mais potentiellement par des puissances financières autres qui sont à une autre échelle. En tout cas, on va observer. Cédric, quels sont les enjeux de fond de cette recomposition politique? Je pense qu'il y a peut-être qu'un point qu'on n'a pas assez souligné. L'exclusion qui a été faite, ce n'est pas l'exclusion des partis politiques. On est bien d'accord? Absolument. C'est l'exclusion des candidats. Il y a la nuance. Si un parti politique présente 100 candidats et qu'un autre en présente 80 et qu'on exclut 20 de celui qui présente 100, pour moi, dans le fond, il n'y a pas de problème. Les courants politiques sont représentés. C'est ce qui est très important. Donc, je pense qu'il faut vraiment nuancer. Il faut faire attention aux détails. C'est très, très important. Demain, les Gabonais, ils ont besoin d'un parlement fort, d'un parlement où il y a des échanges, d'un parlement qui représente tout le pays. Que ce soit la personne qui habite dans le nord du Gabon ou ceux qui habitent dans le sud, ils doivent être représentés. Que les décisions ne se prennent plus comme ça s'est fait. Il y a 15 jours, on parlait d'un sujet sur l'interdiction du travail des étrangers, l'interdiction aux étrangers d'avoir accès au travail informel. Les thématiques de ce genre doivent être d'abord discutées, échangées. Il faudrait qu'on prenne des habitudes. Le président du Gabon, en arrivant, je vais redire encore, il a parlé de l'inclusion. L'inclusion aussi, ça passe par la représentation au sein des institutions. Il a parlé de revoir les institutions. Le Parlement, j'insiste là-dessus, les parlementaires actuels au Gabon, ils ont été nommés. Ils ont vécu pendant pratiquement 1 an, bientôt 2 ans, avec l'argent du contribuable. Les parlementaires sont les premiers représentants du peuple. C'est le contre-pouvoir. Quand on a affaire à un président, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais quand le président et les parlementaires, ils ont un dénominateur commun, c'est le peuple. Ils ont été élus par voie directe. Donc, c'est très important que le président de la République et les institutions au Gabon puissent se poser, que les observateurs regardent, qu'on laisse faire. On verra ce que ça va donner. Mais c'est important de dire, on n'a pas exclu les partis, on a exclu les candidats. C'est différent. Si on avait exclu certains partis, je pense qu'il devait y avoir des problèmes. On exclut certains candidats. En fait, je me retourne, si c'est possible, vers Jean-Christian Kombila pour le mot de la fin. Je vais vous demander de prendre un peu de la hauteur. Quels sont les enjeux de fond de la recomposition du paysage politique en cours au Gabon, au-delà des polémiques sur les candidats? Permettez rapidement que je revienne sur ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai eu le sentiment que j'aimerais que vous reculiez un peu pour la qu'on voit bien votre visage. communication et la connexion ont été coupées. Je voulais dire que le président de la République, lorsqu'il intervient pour fixer le cap de ce que doit être une organisation optimale des élections, me semble-t-il, est nourri des leçons de l'histoire. Ces élections législatives de 2025 ressemblent plus ou moins aux premières élections multipartites vécues dans notre pays en 1990. L'administration territoriale qui avait été chargée d'organiser les élections plurielles de 1990 était l'administration territoriale héritée, n'est-ce pas, de l'ère monolithique sous le parti unique. Et donc, cette administration territoriale-là n'avait pas pu, en un laps de temps, n'est-ce pas, changer de paradigme, changer de comportement dans la gestion des affaires publiques. Et donc, en 2025, le président est conscient que l'administration territoriale qui accompagne le gouvernement dans l'organisation du processus électoral et cette administration territoriale qui était là jusqu'au matin du 30 août 2023. Et donc, le président nourrit de ces leçons d'histoire parce que sachant que le processus électoral en 2023 avait été tronqué, pas forcément toujours ou exclusivement par la faute
des ministres, mais sans doute aussi par une administration qui a longtemps été pointée du doigt, le président de la République interpelle cette administration-là pour lui demander de changer de paradigme et de s'inscrire dans la dynamique de la Ve République. Maintenant, par rapport aux enjeux du scrutin, mais ils sont multiformes. C'est d'abord des enjeux d'unité, parce que tout au long de la transition et jusqu'à ce jour, l'exécutif s'est employé à réinventer l'unité nationale en reconnectant les territoires et en essayant de répondre de façon urgente aux besoins pressants des populations. Les enjeux sont d'ordre politique parce qu'il s'agit de renouveler l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée qui va être renouvelée par la possibilité, n'est-ce pas, et de la géopolitique locale. Et donc, il y a là un enjeu important parce qu'il y a le souci de voir représenter, n'est-ce pas, l'ensemble de la diversité politique, de la diversité socio-culturelle de notre pays. Et puis, il y a des enjeux économiques importants parce que le développement du territoire aujourd'hui va être décentralisé avec justement la décentralisation qui va devenir enfin effective sous la Ve République. Et donc, le développement local doit être porté par les élus nationaux et par les élus locaux qui doivent défendre les potentialités économiques de nos différents pays, de nos différentes provinces, pour pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir un développement inclusif qui soit inspiré aussi par nos réalités socio-économiques et politiques et culturelles. Donc, il y a des enjeux à la fois d'ordre politique, mais il y a aussi des enjeux d'ordre géopolitique. Il y a des enjeux économiques qui sont importants car l'Assemblée qui va venir aux affaires, n'est-ce pas, va être la première de la Ve République et c'est elle qui donnera le ton de ce que sera le Gabon nouveau et des rapports justement que le pouvoir en place, les représentants de la nation vont devoir reconstruire avec les populations et l'ensemble de la nation gabonaise. Merci à vous, merci Jean-Christian Kombila, journaliste politique à Libreville, merci Dia Alianga, chroniqueur, et merci Cédric Leboussi, directeur de publication du magazine Vue d'ailleurs. Merci à vous d'avoir regardé cette édition de Décrypter l'Afrique, la quotidienne. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine. Il est beau, 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 mon pays. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays, Burundi. Il est beau, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les pirogues, les bons poissons, Mukeke Nadagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance qu'on va vous serviront. Il est beau. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi. Il est beau, oh il est beau mon pays Burundi. Il est beau. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Hello à tous, aujourd'hui je vais vous mettre KO. Let's go, Aïssatou vous dit presque tout, surtout. Selon vous, quel est le plus grand combat de boxe de tous les temps? Les avis divergent, mais pas tant que ça finalement.
Aujourd'hui encore, le plus grand combat de boxe de tous les temps est largement considéré comme celui entre Mohamed Ali et George Foreman, qui a eu lieu le 30 octobre 1974 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce match, également connu sous le nom de The Rumble in the Jungle, la baston dans la jungle en français, est entré dans l'histoire pour de nombreuses raisons. Pas seulement pour l'importance du match en soi, mais aussi pour la stratégie audacieuse utilisée par Ali pour remporter la victoire. Avant le match, Foreman était considéré comme l'un des boxeurs les plus dominateurs de l'époque, avec une série impressionnante de victoires par KO. Ali, quant à lui, était le champion en titre et avait gagné une réputation en tant que boxeur rapide et habile. Beaucoup considéraient Foreman comme le favori pour remporter le match, mais Ali avait un plan. Ali a adopté une stratégie appelée rope a dope, consistant à se coller aux cordes du ring et à laisser Foreman le frapper sans riposter en se reposant sur sa condition physique pour absorber les coups. Au fil des rounds, Foreman s'est épuisé en frappant sans répit tandis qu'Ali restait frais. Dans le 8e round, Ali a riposté avec une série de coups rapides et puissants mettant Foreman KO et remportant le match. Le match de Kinshasa est devenu légendaire pour de nombreuses raisons. Pas seulement pour la victoire étonnante d'Ali, mais aussi pour l'importance politique et culturelle du moment. Ali était considéré comme un leader de la communauté afro-américaine et un symbole de la résistance contre l'injustice, tandis que Foreman était considéré comme le champion du système établi. Le match a également été marqué par la présence de nombreux musiciens et célébrités, ainsi que par la tension politique entourant la République démocratique du Congo. En résumé, le match entre Mohamed Ali et George Foreman reste à ce jour considéré comme le plus grand combat de boxe de tous les temps, en raison de l'importance sportive, politique et culturelle du moment, ainsi que de la stratégie audacieuse et de la performance remarquable d'Ali. C'est un moment qui restera à jamais gravé dans l'histoire de la boxe et de la culture populaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour un new numéro. Bye bye. Aïssatou vous dit presque tout, surtout. Vox Africa, la voix d'une Afrique fière. Welcome to the user guide for the Afriland First Bank QMS platform, our queue management system application. Before visiting a branch, go to firstserved.afrilandfirstbank.com or scan the QR code displayed to begin the process and schedule your visit. If you do not yet have an account, click Sign Up. Fill in the required information and complete your registration. Verify your account by entering the 6-digit code sent to you via SMS. Log in using your phone number and password. Select the branch where you wish to carry out your transaction. Choose the type of form that corresponds to your transaction. Fill in the online form and click Send. You will then receive a ticket number and a unique code. Proceed to the selected branch. Enter your unique code on the digital terminal
to automatically receive your priority ticket. Customers with a ticket code are given priority at our branches. Afriland First Bank. The customer's interest is our priority. Il existe un fait quasi indéniable aujourd'hui. Les États africains manquent de leaders à leur tête. Dans la plupart des cas, nous avons des chefs d'État, des dirigeants, mais pas de leaders. Car un leader n'est pas seulement celui qui commande ou qui dirige, mais bel et bien celui qui a une vision et qui arrive à la partager avec ses concitoyens. Malgré le fait qu'on peut avoir des leaders africains dans d'autres domaines, notamment économiques, culturels et même sociaux, ces derniers ne sont pas soutenus. Dans certains cas, ils sont même combattus, car il n'y a pas de leader central. La plupart des pays se sont transformés grâce à des leaders charismatiques et visionnaires. George Washington pour les États-Unis, Mao Tse-tung pour la Chine, Lee Kuan Yew pour Singapour et Charles de Gaulle pour la France, pour ne citer que ceux-là. C'est cela qui permet de comprendre la pertinence de cet adage africain qui dit « Vaut mieux une armée de moutons dirigée par un lion qu'une armée de lions dirigée par un mouton ». Ce qui revient à dire que des moutons dirigés par un lion sont plus redoutables que des lions dirigés par un mouton. Ceci dit, l'espoir est à nouveau permis pour l'Afrique, car des nouveaux leaders émergent à la tête de certains de nos États. C'est le cas notamment d'Abdourahmane Tiani qui s'illustre de plus en plus par son courage et son leadership à la tête du Niger. Ce type de déclaration de la part d'un dirigeant africain était devenu impossible depuis au moins Thomas Sankara. Les dirigeants africains étaient passés maîtres dans la langue de bois. Mais ça, visiblement, c'était avant. Aujourd'hui, les dirigeants de l'AES démontrent qu'ils n'ont pas peur. Le courage d'Abdourahmane Tiani est à saluer, car il est pleinement conscient des risques qu'il prend en faisant une telle sortie, en s'attaquant aussi frontalement et sans ménagement à des grandes puissances impérialistes. Il sait pertinemment que ceux qui ont osé cela avant lui ont purement et simplement été assassinés. Sylvanus Olympio, Thomas Sankara, Patrice Lumumba et j'en passe. Le deuxième élément important dans cette sortie d'Abdourahmane Tiani, c'est qu'on y découvre son implication et sa parfaite maîtrise de l'information et des renseignements. Le président Tiani, ici, démontre que les services de renseignement de son pays sont au service du pays et non au service d'un individu, comme c'est souvent le cas dans certains pays africains où des dirigeants utilisent des renseignements plus pour protéger leur pouvoir que pour assurer la sécurité de leur territoire. En définitive, cette sortie historique de Tiani doit avoir une suite. Déjà au niveau médiatique, les médias africains et panafricains doivent lui donner plus d'écho. Il faut que ce message atteigne le maximum d'Africains. C'est pour cette raison que je recommande aux dirigeants de l'AES en général de désormais associer le maximum de médias panafricains à ce type de sortie pour s'assurer une plus grande audience et ainsi obtenir l'adhésion de l'opinion publique africaine. L'une des raisons de notre retard est l'ignorance des enjeux par la grande majorité d'entre nous. Il faut donc travailler à éveiller les consciences en leur mettant à disposition des informations de cette envergure. Au-delà de cela, cette interview est une interpellation à la population nigérienne en particulier et à la population africaine en général. Chacun doit se l'approprier et en faire une affaire personnelle. Car sans sacrifice individuel, il n'y a point de liberté pour tous. Si tous les Africains décident de faire pareil qu'Abdourahmane Tiani, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et les autres, la victoire est assurée. Nous devons intégrer qu'un leader seul est fragile et vulnérable, mais un leader qui peut compter sur son peuple est invincible. Il devient donc indispensable que chacun fasse sa part. Le dernier niveau d'interpellation, c'est celui des forces de défense et de sécurité. Ils doivent comprendre qu'ils sont au service d'une vision, d'un idéal, d'une action et non au service d'un clan ou d'un individu. Ils sont au service du peuple et leur intervention dans le champ politique n'est pertinente que dans ce cadre-là. Leur force de feu ne doit pas servir à obtenir des positions de rente, mais à garantir l'équité, la justice, la liberté, la souveraineté et le progrès pour leur pays. Aujourd'hui, en Afrique, une nouvelle voie est ouverte. Des nouveaux leaders émergent, à chacun donc de jouer sa partition.
Chez Afriland First Bank, la rentrée scolaire n'est pas juste une histoire de fourniture ou de frais de scolarité pour nos enfants. C'est les premiers pas vers leurs rêves, leur ambition, leur avenir. Chez Afriland First Bank, nous savons qu'investir dans l'éducation, c'est croire en demain. Avec notre crédit scolaire et universitaire, bénéficiez de conditions souples, d'un traitement rapide et d'un accompagnement personnalisé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de les envoyer à l'école, chez Afriland First Bank, c'est bien plus qu'une rentrée. Offrons-leur un avenir. Afriland First Bank. L'intérêt de la clientèle est notre priorité. Moi-même, j'ai dit, pendant la période révolutionnaire, que les intellectuels béninois, et en disant béninois, nous pensions à tous les intellectuels du continent africain, étaient tarés. Parce qu'ils travaillent dans leur propre pays comme s'ils sont des colons. Ils sont venus exploiter leur propre pays. Ils se soucient peu du développement de leur pays. Mais ce qui les intéresse, c'est de détourner les fonds. Quand ils signent les contrats, avant que celui qui est venu signer un contrat en disant nous mettons telle somme à votre disposition pour développer votre pays, avant son retour à Paris, à Londres, à Washington, ou à Berlin, ou à Bruxelles, en tout cas, etc., dans leur capitale où ils résident, ces fonds déjà sont dans leur propre banque. C'est ce qui fait la honte de l'Afrique.